Peut-être commencer cette matinée. D'abord, je me présente, je m'appelle Philippe Morel, je suis professeur dans cette université où il y a maintenant 22 ans, j'ai créé le Centre d'histoire de l'art de la Renaissance, pas avant-hier. Et c'est précisément dans ce cadre que est organisé ce colloque sur le thème Méta, Matrix et Mater. Alors, je ne veux pas vous parler du contenu, puisque Florence et Fiammetta vont s'en charger bien mieux que moi dans un instant. Je veux simplement les présenter. Ce sont deux brillantes doctorantes qui sont engagées dans leur 3e, voire 4e année de thèse, je ne me trompe pas, sur des sujets absolument passionnants. Dans un cas, il s'agit de la Vierge, des lieux de la Vierge comme lieu. Dans l'autre, c'est une réflexion autour de la peste, autour de la figure et des multiples fonctions de la figure de Saint-Roch. Donc, deux travaux de recherche extrêmement prometteuses et qui les ont conduites vers la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Et d'abord, je les remercie sincèrement pour cette initiative qui témoigne de leur vitalité intellectuelle. Et je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette seconde journée de l'atelier du char qui, cette année, se propose d'étudier les métaphores de la matrice à la Renaissance. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, nous voudrions adresser tous nos remerciements au professeur Philippe Morel pour nous avoir accordé la possibilité de donner vie à ces projets, à l'ICSA, et à l'école doctorale avec l'aide précieuse de Zinaïda Polimenova, Clélia Simon-Henry et Antoine Scotto. Nous remercions également les participants ici présents et ceux qui, grâce au format hybride, pourront suivre la journée depuis plusieurs pays et qui pourront bien évidemment intervenir lors des sessions de discussion pour élargir et approfondir les thèmes abordés. Je tiens également à remercier très chaleureusement ma collègue et amie Florence Larcher, avec laquelle ça a été un vrai plaisir de travailler sur ces sujets et cette journée qui j'espère être passionnante. Donc, merci beaucoup Florence. Merci à toi. Donc, je ne vous présente pas Fiammetta Campagnoli. Par contre, je m'arrête un petit peu plus sur la thématique de cet atelier du char de l'année 2022. Qui s'intéresse, comme on l'a dit, à la matrice, parfois plus communément appelée aujourd'hui l'utérus. C'est sûrement la partie du sexe féminin la plus importante à la Renaissance, mais aussi la plus mystérieuse pour ce qu'elle reste invisible, cachée dans les entrailles du corps féminin, soustraite à la vue de tous, qu'on soit médecin ou artiste. Le sujet est, il faut le dire, d'une grande actualité, un sujet très à la mode, de façon générale, mais aussi au sein du char, qui ressort des travaux de nos collègues et de nous-mêmes, à Fiammetta et à moi. Mais reste que actuellement, peu des si nombreuses manifestations scientifiques et publications qui sont dédiées à la matrice considèrent comment elle s'incarne dans les images. Que celles-ci soient des peintures, des sculptures, des gravures ou des dessins, ou même des ex-voto ou des objets d'art utilisés et activés au quotidien par les gens. Revenir vers cette matérialité de la matrice fait d'ailleurs d'autant plus sens aujourd'hui que l'étymologie du mot, du latin matrix, la matrice, est liée à tous les autres mots qui décrivent, au champ lexical en fait, qui décrit la matière en formation ou la matière comme principe originel pour les formes en devenir dans la nature. Il est donc apparu que les métaphores de la matrice, cette poétique de la naissance, voire de la renaissance, ne peuvent pas et ne doivent pas être séparés de la nature. C'est la nature qui fournit le répertoire des métaphores de la matrice pour lui permettre de s'incarner dans l'image à la Renaissance. Avant donc d'explorer ces différentes métaphores, toutes leurs potentialités, à travers les 3 panels de la journée, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Concetta Penuto, qui nous fera l'honneur d'ouvrir notre journée d'études par une conférence inaugurale
qui va nous plonger dans le monde et dans les savoirs qui ont trait à la matrice. Concetta Penuto est désormais professeure à l'Université François Rabelais de Tours, où elle enseigne l'histoire de la médecine et la langue latine. Ses recherches portent sur l'histoire de la médecine à la Renaissance, et en particulier sur les maladies contagieuses, la médecine astrologique, la gymnastique médicale, la santé des femmes et les savoirs chirurgicaux. Et elle est à l'origine de nombreux ouvrages et d'encore plus nombreux articles sur la syphilis, sur la contagion telle qu'on l'a définie après Girolamo Fracastor, sur l'enfantement, sur la figure de la soignante et bien sûr sur l'utérus. Donc, le sexe féminin, plus globalement, est au cœur de l'ouvrage à paraître, tiré de son habilitation à diriger les recherches. Et elle nous fait aujourd'hui l'honneur d'introduire cette journée d'études sur la question. Bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup pour cette présentation. Et merci également à l'organisation de cette journée pour l'invitation. En particulier, merci au professeur Morel, pour cette journée, donc ce centre d'histoire de la Renaissance à l'école doctorale, et en particulier à Florence Lercher et Piametta Campagnoli pour l'invitation, les échanges que nous avons eus au préalable de cette matinée. Et je m'excuse d'avance, je ne pourrais pas rester toute l'après-midi, donc un certain moment je serai obligée de repartir pour Tours vers la moitié de l'après-midi. Mais j'aurai le plaisir de vous écouter d'une fois en ligne. Donc, on commence cette super cours sur la matrice à la Renaissance, donc je vous amènerai plutôt vers des textes médicaux, avec la publication à Bâle en 1966 par l'imprimeur Thomas Waring de la première édition des livres sur les parties féminines, à savoir livres de quelques auteurs anciens et modernes sur les affections et les maladies de la femme, dont en général que des femmes qui sont enceintes, en couche ou accouchées, en partie publiées maintenant pour la première fois, en partie bien demandées par rapport aux éditions précédentes. Et donc, j'ai traduit ces Gyneciorum, donc par partie féminine, en reprenant l'expression hippocratique, partie de la femme, indiquée par ta gynekeia dans les épidémies. Donc, les éditeurs scientifiques de ce texte de la Renaissance sont deux médecins, Konrad Gesner, médecin à Zurich, et son ancien étudiant puis collègue à l'université de Zurich, Hans Caspar Wolff. Gesner meurt en 1565, donc c'est Wolff, son étudiant, qui continue la publication de ses ouvrages. Et plusieurs lettres, en effet, sont conservées à l'université de Bâle de Wolff, donc, qui rappellent cette publication. Or, dans ces textes de 1566, Wolff signe la lettre de dédicace datée de 1564 et destinée à deux médecins, Johann Funk et Mark Wolff. Wolff rappelle les exordes de l'ouvrage. Étant confronté à la situation d'une noble femme cas difficile, il a besoin d'aide
Et il demande de l'aide donc à son ancien professeur, Konrad Gessner. Dans les échanges entre Gessner et Wolf, c'est justement l'occasion pour rappeler la riche littérature médicale existante sous la santé des femmes. Et Gessner invite Wolf à se mettre à l'édition donc de ces textes. Et Wolf raconte avoir été effrayé par l'ampleur de la tâche, d'autant plus, dit-il, que sous les sujets existe tellement d'ouvrages que la thématique est si vaste qu'il faut trouver les bons points d'ancrage pour justifier l'utilité de ce livre sur la santé des femmes. Et c'est là qu'il y a donc des réminiscences hippocratiques et galéniques qui s'avèrent utiles pour la médecine. En effet, l'utérus a été structuré par la nature de telle manière, en raison de l'utilité variée et multiple qu'il assure, et qui se configure dans la nécessité de porter la grossesse et d'enfanter, et puis aussi en raison de sa substance, de sa position, de sa relation avec les autres membres du corps, surtout les membres principaux. L'utérus peut être un peu un autre, engendré en soi-même, et dans les autres parties du corps, des mots terribles et fort cruels, à un tel point qu'ils peuvent complètement bouleverser la démarche thérapeutique habituelle. Hippocrate et Galien ne sont pas cités directement dans ces passages, mais les lecteurs avisés les repèrent dans la situation anatomique de l'utilité des parties et des usu partium de Galien, avec un utérus analysé en raison de son utilité, sa substance, la position, la relation avec les autres membres du corps, ainsi que dans la centralité à engendrer les maux des femmes. Et de fait, l'argumentation de Wolf continue en précisant la nature de ces maladies. C'est de ces mots terribles et fort cruels que vient le nombre infini des maladies multiples qui, au quotidien, tourmentent les femmes. C'est par la multitude des vaisseaux, l'abondance de l'afflux constant de fluides, que ces maladies attaquent trop fréquemment cette partie du corps, l'utérus. Voici alors la masse funeste des symptômes qui ont trouvé un siège tellement habituel dans cette partie du corps qu'ils ne quittent presque jamais ces malheureuses femmes. Ces symptômes peuvent devenir si violents que soit ils n'admettent aucune trêve, soit ils traînent avec eux la consomption du corps et les désirs de l'âme. Ce que nous venons de dire n'est rien d'autre que ce qu'Hippocrate, auteur parmi les meilleurs, rappelle de quelque manière laconique, continue Wolf. Les utérus, j'utilise les pluriels, les utérus sont la cause des maladies chez les femmes. Or, le défi thérapeutique de ces mots qui tourmentent les malheureuses femmes demeure dans l'identification de l'utérus comme siège des maux des femmes, ainsi qu'Hippocrate l'avait indiqué dans les traités sur les lieux, les endroits dans l'homme, de l'opicynomie. Et chez Wolf, la littérature s'entrelace avec l'expérience. Lui qui est en charge de soigner des femmes, lui qui a étudié à l'université de Padoue, où il y était en 1558, et qui a pu donc expérimenter une formation théorique sur les livres des anciens et les livres des modernes, mais aussi l'apprentissage pratique au chevet des patients et des patientes à l'hôpital Saint-François, rattaché à l'université. 20 ans après cette première édition des Gyneciorum, c'est encore à Bâle qu'un autre célèbre médecin, lui aussi passé par Padoue, Caspar Bauer, publie une nouvelle édition de ce texte. En 1586, les tomes sont au nombre de 3 et des innovations importantes relèvent de l'apport de l'anatomie et de la pratique médicale. Donc, je ne vais pas parler de la pratique au chevet des patientes, je vais m'arrêter plutôt sur l'anatomie pour entrer plutôt dans les vifs du sujet. Caspar Bauer a étudié, donc, comme je disais, à Padoue, et ce volume de 1586
sont la première publication après son retour à Bâle, où il devient professeur universitaire et où il publie plusieurs ouvrages d'anatomie, comme un théâtre sur les corps humains, les organes génitaux masculins et féminins. Donc, il y a vraiment toute une pléthore d'ouvrages anatomiques. Et c'est dans cet esprit que Caspar Bauer insère dans le premier volume des Gynäkiorm des planches anatomiques de son collègue Félix Platter, portant sur les parties de la femme destinées à la génération. Donc, De mulierum partibus generationi ducatis iconis. Ces planches avaient été publiées par Platter, Félix Platter, dans son traité La structure et l'utilité du corps humain en 1583. Et Caspar Bauer les utilise donc, étant des planches proches de celles vésaliennes, mais exprimant en réalité des dissonances avec les dessins et les connaissances de l'anatomiste belge, puisque Platter y représente des détails relevant des dernières découvertes anatomiques de Padoue. Et de fait, à la Renaissance, la représentation des organes génitaux féminins de la reproduction est le résultat d'un parcours qui commence au XIIIe siècle au moins. Et c'est en effet au XIIIe siècle, donc avec l'ouverture de beaucoup de facultés de médecine et d'universités, qu'en Europe se diffusent ces premières images. Et notamment grâce aussi au travail qui est fait à Bologne, où les premières dissections universitaires dans les cours de médecine sont effectuées justement au milieu du XIIIe siècle. Je voudrais maintenant parcourir quelques-unes de ces images pour voir comment on arrive à cette représentation du XVIe siècle. À partir du manuscrit Eschmoll de la Bodleian Library 399, qui donne une première vraiment représentation du fonctionnement du corps, de la vie utérine jusqu'à l'âge adulte, avec l'utilisation d'une silhouette masculine qu'on retrouve dans bien d'autres manuscrits du Moyen-Âge, mais qui est d'un corps d'homme. Et dans cette silhouette, cette silhouette est utilisée pour représenter la circulation artérielle, la circulation veineuse, représenter les organes. Là, vous avez un estomac avec foie et vésicule biliaire, la rate, qu'on voit en bas de cette image. Mais on a aussi la représentation du corps féminin, notamment à partir de la génération, avec ces célèbres images qu'on retrouve partout, avec ce fœtus adulte déjà conformé qui bouge dans un utérus en assumant des positions dystociques, et puis la dissection du corps féminin qui comporte donc l'analyse des organes génitaux masculins et féminins en miroir, et selon donc une tradition qui remonte à l'Antiquité. Et on trouve dans ce manuscrit mélangé et la traduction des maladies des femmes de Soranos de Fès par la médiation des Mustio et naturellement les De Uso Partium qui circulaient dans une version abrégée arabe à cette époque, avant la traduction complète de Niccolò d'Areggio au XIVe siècle. Alors, les images de l'utérus contenant en son milieu ce fœtus représenté comme un petit homme, et je pense qu'on entendra parler durant la journée donc encore de ces représentations, et qui permettent à ce fœtus de bouger avec ses positions dystociques, circulent dans de nombreux manuscrits du Moyen-Âge, qu'on soit donc, au XIIIe siècle, comme on le voit, donc, l'utérus rond en forme de vase, de pot, d'ampoule, et donc dans lequel le fœtus est désormais un adulte. Normalement, c'est représenté comme un garçon. Plus rare, les images des filles qui sont dans l'utérus, mais comme des adultes, disons. On les retrouve au XIVe siècle dans ces manuscrits de Venise, dans lesquels les traditionnels pots deviennent une sorte de fleurs avec ces ampoules, ces cellules latérales qui permettent au fœtus de s'implanter dans différentes positions, qu'il soit garçon ou fille. Et puis, donc, encore au XIVe siècle,
juste pour, on commence à voir les cordons qui apparaissent petit à petit. Et donc, on les retrouve dans les imprimés. Très rapidement, je vous présente vraiment uniquement quelques exemples d'Eucharius Röslen dans ses jardins des sages-femmes et des femmes enceintes. Donc, de 1513, il y a eu des centaines d'éditions, traductions dans toutes les langues, dans lesquelles on voit à nouveau le fœtus dans l'ampoule en position, disons, naturelle et dystostique. Donc, on a toutes les positions avec les manœuvres pour faire sortir les fœtus. On doit instruire les accoucheurs et les accoucheuses. Magnifique cette édition de 1730. Et puis, on les retrouve dans les textes du XVIe siècle avec Ambroise Paré, où on a à nouveau cet adulte qui bouge dans l'utérus, qui est désormais feuilleté dans les membranes en coupe à croix, donc qui est assez habituel. On commence à voir les cordons. Et plus tardivement, au XVIIe siècle, encore, ça persiste, cette image. Elle persiste avec représentation. Ici, on est avec Jacques Guillemot, médecin d'Orléans, où on voit donc plus ou moins donc, voilà, les cordons, les fœtus qui changent d'âge. Donc, ça peut être un enfant qui a plus fréquence dans l'âge avec les ovaires, et ça peut être un adulte. Et on la retrouve encore à la fin du XVIIe siècle. Là, vous êtes à 1688 avec François Morisseau, dont le traité Les maladies des femmes grosses et accouchées, et dans lequel on a encore une fois donc, le fœtus dans la bulle, voilà, extraite de l'utérus, et puis dans l'utérus avec les cordons qui nagent dans l'eau. Et Morisseau explique la dangerosité de cette nage dans l'eau pour les cordons qui peuvent naturellement assumer des positions qui compromettent la vie du fœtus, qui est naturellement encore cet enfant bien constitué. Et l'idée d'un enfant et un cordon qui nage dans l'eau, on la retrouve en réalité déjà au XVIe siècle avec, par exemple, Séverin Pinault, qui était un chirurgien de Chartres, qui est très célèbre pour son traité sur la virginité et les femmes corrompues, les deux aspects de la femme, et dans lesquels donc, on a cette représentation du fœtus avec un utérus qui ne change jamais de taille, il est toujours de la même taille assez grand, c'est le fœtus qui change de taille et qui nage dans cette eau primordiale qui peut être soit, vous avez sous votre droite, disons, la conception qui ne s'achève pas bien, donc qui est corrompue, soit la conception qui arrive au but, et donc dès la formation du fœtus. Et vous avez les fœtus dans les différents âges, quelques jours, mais vous voyez, c'est toujours le même fœtus qui change simplement de taille par rapport à un utérus qui ne grandit pas. Ici, vous avez donc une vingtaine de jours, et là, vous avez 42 jours, une quarantaine de jours, 3 mois pour le fœtus plus grand. Moins idéalisée est la représentation du fœtus dans l'utérus des anatomistes pour lesquels le dessin est au service de ce que les yeux voient durant l'autopsie ou la dissection. Et ce réalisme devient un principe épistémologique d'interrogation du sensible de l'imaginaire dans la recherche de la réalité du corps humain. Tout le monde a à l'esprit les images de Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, qui dissèque dans les années 90 du XVe siècle et qui représente, assis avec le fœtus accroupi dans les membranes du ventre maternel et de l'utérus, donc cette anatomie au féminin. Mais les images continuent d'évoluer dans les textes aussi médicaux. Juste un exemple, on n'est pas trop chargé de l'exposer, mais l'autre bout de la Renaissance, avec Girolamo Fabrizi di Acquapendente, qui est le créateur du théâtre anatomique de Padoue, la formation du fœtus dans l'utérus comporte la représentation d'un utérus gravide intègre, voilà, avec les membranes et sa forme ronde avant d'être coupé en croix pour visualiser donc l'utérus, le fœtus, représenté non pas comme un adulte, mais comme un bébé qui nage, mais
pas librement, il est détendu, couché sur les soudures, la liqueur, pour grandir et se nourrir par le placenta et les cordons. Et l'utérus contient donc la bulle ovale qui referme le fœtus, lui permettant de se mettre en position de sortie naturelle, ce qui comporte en tout cas un certain effort qu'on voit dans la représentation des muscles qui poussent pour la sortie dans le bas-ventre. La forme sphérique en guise de peau de bulles ovales insérées dans les membranes ouvertes en croix de l'utérus gravide est une constante dans les textes entre Moyen-Âge et époque moderne au niveau médical, différemment exprimée selon les moyens, les imaginaires, les connaissances. Et dans les textes médicaux, toutefois, l'utérus intéresse le médecin non seulement pour la fonction reproductive, mais également parce que, comme nous l'avons dit à travers un Caspar Wolf en début d'exposé, l'utérus est le siège des maladies des femmes. L'utérus rond est refermé du XVe siècle, donc qui porte l'enfant, correspond au Moyen-Âge à un utérus non gravide qui prend une structure d'ampoule à 7 cellules, ainsi que l'on peut le constater dans les traités d'anatomie de Guido da Vigevano. Nous sommes en France au milieu du XIVe siècle et Guido da Vigevano est médecin de Jeanne de Bourgogne, reine de France, femme de Philippe VI Valois. Ces textes d'anatomie et chirurgie comportent plusieurs planches, dont une planche sur le corps féminin, où l'organe attire l'attention des médecins, l'utérus, par sa représentation correspondant à la description du traité pseudo-galénique des spermates, la sémence, qui a eu une grande diffusion entre le Moyen-Âge et juste le début de la Renaissance. Et l'utérus, donc, selon ces textes pseudo-galéniques, des spermates, est composé de 7 cellules, 3 cellules à droite pour l'implantation du fœtus mâle, la droite étant le côté meilleur, hein, la symbolique de la droite, la force, l'intelligence, la perfection divine. Et 3 cellules à gauche pour les filles, et une cellule au milieu, qui est pour le fœtus hermaphrodite. Et cette idée reste jusqu'au moins le XVe siècle, comme on le voit dans les Fasciculus Medicinae, où le fœtus est mâle. Donc, on peut le lire dans les petits textes que j'ai agrandis. Donc, ce fœtus, on lit dans les textes, est mâle. Et s'il est engendré du côté, donc, qu'on voit, on les voit repliés, donc, sous le côté droit de la femme, côté gauche pour qui regarde l'image. Et les médecins n'hésitent pas à lister les signes précurseurs de cette information. Le ventre est enflé sur la droite pour la femme. La femme a un bon teint, un bel visage, un beau visage. Elle a envie de charbon et de terre. Sauf que ces textes, les textes qui sont à l'origine de cette image du fœtus mâle, le spermate donc de Gagnon sera considéré comme spurius, pseudo-galénique au XVIe siècle par les médecins humanistes, et donc il sera rayé des textes galéniques et sera substitué par un autre texte qui en revanche est galénique, les traités sur la dissection de l'utérus, et c'est sur la base de ces textes qu'à la Renaissance, on se penche sur les liens entre littérature et anatomie. Il y a un véritable engouement pour les De Uteri Dissectione, la dissection de l'utérus de Gagnon à la Renaissance. Il fait l'objet de nombreuses éditions, traductions en latin grâce aux médecins, aux éditeurs, aux traducteurs humanistes entre le XVIe et le XVIIe siècle. J'en cite quelques-uns. Günther von Andernach, qui était professeur de Vesale à Paris. Vesale lui-même y travaille. Bernardo Feliciano, Janos Cornarius, René Chartier. Donc, c'est vraiment de nombreuses éditions et traductions. Ces mêmes médecins sont intéressés aussi par un autre texte galénique qui s'appelle La formation du fœtus,
qui leur permet de nourrir la réflexion d'embryologie par la métaphore de la sémence végétale qui pousse dans le ventre maternel, comme nous pouvons le voir, au moins dans un exemple. Je prends le texte du médecin zurichois Jakob Rüff, publié en 1554 en latin et en allemand, et encore dans les années 80. La matrice est présentée dans une structure complexe, ramifiée, dans laquelle la sémence s'implante pour générer le fœtus, dans une substance fluide qui solidifie au fur et à mesure que les jours passent, en se ramifiant comme une arborescence. On a donc d'abord cette substance fluide qui est constituée de mélange de sémences masculines et féminines, la femme ayant cette sémence dans les tests galéniques plus légère, aqueuse par rapport à la sémence masculine, dans ce mélange qui est réchauffé par la chaleur de l'utérus maternel, auquel il faut beaucoup de temps pour solidifier la substance, la femme étant plutôt froide, donc il faut beaucoup de mois, d'où la durée de la vie. Donc, cette substance se solidifie en donnant lieu à un premier élément solide qui est le nombril, par lequel les ramifications commencent pour nourrir le fœtus. Ensuite, voilà, à travers les cœurs, donc il y a tous les temps qui sont décrits, les cœurs, les cerveaux qui se forment par d'autres substances. Vous voyez toutes les ramifications de l'embryon qui conforment finalement à partir d'un certain moment de la grossesse et les ramifications dessinent l'embryon qui devient le fœtus. Le texte de Jakob Rüff est très riche en référence au texte galénique de dissection uteri, il est traité sur la dissection de l'utérus et il est traité donc de fetus formation, et donc sur la formation du fœtus. Et par ailleurs, dans la lettre de dédicace de la première édition de sa version latine du traité galénique sur la dissection de l'utérus et sur la génération du fœtus datant de 1533, de Bernardo Feliciano. Bernardo Feliciano est le traducteur le plus célèbre des textes galéniques pour les giunti de Venise. Ses œuvres sont diffusées à part des dizaines d'éditions entre le XVIe et le XVIIe siècle. Donc, dans lettre de dédicace de Bernardo Feliciano dans sa version du test sur l'utérus-dissection et de la génération du fœtus, Bernardo Feliciano représente la génération du fœtus par l'image de l'implantation de la sémence. L'utérus se transforme en terrain qui permet à la plante de s'enraciner et de pousser. Et cette plante est constituée par le réseau des veines et des artères correspondant à la ramification des branches d'un arbre. Puisque le corps est engendré de la même façon que les plantes, il lui faut d'abord une sémence, puis de la terre, à savoir l'utérus de la mère, où il est conçu dans un espace clos. Par la suite, ce qui a été conçu crée d'une manière merveilleuse l'animal, en le façonnant peu à peu dans son entièreté. Ainsi, à partir d'une sémence, les plantes font pousser en bas les racines, en haut les branches et les fruits dans les tiges des petites branches. Et de la même façon, à partir de la sémence humaine, se ramifient en bas les fibres des veines et des artères vers le placenta qui adhèrent au bourrelet glanduleux de la vulve. Et en haut se dispersent les veines et les artères articulées en de nombreuses branches au travers de tous les corps du fœtus. Au sommet de ces branches, l'on reconnaît les viscères en guise de fruits qui représentent le domicile de l'âme, voire des âmes, hein, l'âme active, rationnelle, tous les types des âmes qui animent vraiment. C'est pour cette raison que l'homme doit être considéré comme un grand prodige que l'on va appeler microcosme ou lion de l'univers. L'utérus galénique se configure alors comme le terrain où pousse la ramification du fœtus, avec des branches de veines et des artères qui s'implantent dans le placenta, constituant des bourrelets glanduleux, des acetabula. Les noms acetabulum désignent
non seulement les cotylédons dans la littérature, mais également la plante appelée Umbilicus veneris. Ils ont la même conformation que retrouve dans les acetabules, donc les cotylédons dessinés dans les utérus, comme on le verra dans un instant. Sous les branches des veines et des artères germent les viscères comme des fruits. Et cette image d'un microcosme qui fructifie dans la matrice interpelle les médecins qui ont besoin d'en savoir plus sur la structure et la nature du terrain sur lequel ces prodiges peuvent avoir lieu. Berengario da Carpi, professeur d'anatomie et chirurgie à l'Université de Bologne dans la première moitié du XVIe siècle, s'engage dans une véritable opération de structuration scientifique de la leçon d'anatomie. À partir donc de l'anatomie de Mondino da Liuzzi, le premier traité manuel universitaire en 1316 pour l'anatomie rédigé à Bologne. Or, Berengario da Carpi commente le texte de Mondino en y intégrant ses expériences, ses observations et ses échanges avec les patients et surtout les patientes. Et notamment aux femmes, il demande, par exemple, ce qu'est le plaisir féminin et la difficulté qu'elles rencontrent à trouver le plaisir avec les hommes. Et il met en premier plan les corps féminins, lui donnant un statut scientifique qui est différent de celui des hommes. Berengario da Carpi représente l'homme avec la coupe du ventre habituelle en croix, mais bien ancré par terre et se montrant lui-même, alors que la femme est représentée dans cette situation de dévoilement. Le rideau est derrière elle. C'est une Vénus assez érotique. Il y a des études qui ont montré les liens avec l'érotisme, voire la pornographie et ces types d'images qu'on retrouve dans certains anatomistes. Et cette femme donc dévoile littéralement son corps. On voit dans ces images, en particulier sur celle de votre gauche, les cornes sur les côtés de la matrice, qui sont les ligaments actuellement. Et au-dessus des cornes, les médecins montrent les testicules, les ovaires, avec leurs vaisseaux qui naissent dans les régions des reins. La matrice est représentée grande, dit le texte, afin de donner une idée de comment elle est quand la femme est enceinte. Et cette manipulation nous fait comprendre que la femme disséquée n'est pas enceinte au moment de la dissection, ce qui est normal pour les femmes qui sont exécutées à mort et données en dissection durant les cours universitaires. Mais cela montre aussi que le médecin connaît donc la matrice gravide, parce qu'on pouvait en avoir expérience durant des autopsies qui pouvaient être demandées par la famille ou les magistrats en cas de mort suspecte. Or, devant la matrice est dessinée la vessie également, c'est la petite ampoule qui est devant la matrice, qui se jette littéralement dans la bulle. Et dans la seconde figure de cette diapositive, la matrice est ouverte pour montrer donc les cotylédons, les implantations des vaisseaux sanguins, qui sont les petits points qu'on voit dans les ventres de la femme. Et une seconde matrice est dessinée sur cet autel pour montrer, dit le texte, comment elle est constituée à l'intérieur. Donc, la matrice a été retournée, en clé retournée, il y a l'explication de toutes les techniques. On distingue, dit le texte, les deux seins de la matrice, droit et gauche, au niveau du fond, voilà, vers le bassin de la femme, qui sont les seuls seins de la matrice, il n'y a pas les 7 cellules. Et on descend aussi les corps de la matrice, qui est le vagin actuellement, qui rappelle la berge de l'homme, dit le texte. Ce que la légende ne dit pas, c'est que cette femme écrase les livres du savoir et pointe, comme un médecin le ferait, de son index, la matrice sur l'autel. Et les matrices sont ultérieurement représentées par Berengario dans l'introduction à l'anatomie, les Agoge, rédigée en 1520, si vous la voyez dans une édition de 1630, conservée à la Bibliothèque nationale de Vienne. Et parmi les matrices, donc, on retrouve au milieu la matrice qui était retournée pour montrer les cotylédons, mais on retrouve aussi des points intéressants avec leur langage.
l'école de la matrice en rose, donc le vagin avec l'épidème. On retrouve le fond de la matrice avec ses réceptacles de tissu et au milieu, en bleu, l'os matrice, la bouche de la matrice. Donc, l'autre orifice, c'est lui qui sépare l'école du corps rond de la matrice. C'est donc une véritable manipulation qui est demandée au médecin pour travailler cet organe féminin. Et on la voit, le médecin à l'œuvre, dans le célèbre frontispice de la fabrique de Vézal, sur lequel je ne veux pas m'arrêter, mais je voudrais tout simplement souligner l'importance d'avoir représenté dans ce frontispice une femme, chose assez rare à la Renaissance, et donc une femme qui est au milieu de l'image, donc du théâtre anatomique, avec Vézal, qui utilise son index pour pointer la matrice et pour montrer qu'il maîtrise l'organe avant de rédiger, comme on le voit sur les papiers, avec son encre, ses rasoirs, lancettes, ce qu'il a observé. Alors, nous connaissons l'histoire de cette femme condamnée à mort pour avoir été l'amante d'un moine de la célèbre église de Saint-Antoine de Padoue. Il avait essayé de simuler la grossesse pour échapper à l'exécution à mort, mais les sages-femmes avaient diagnostiqué l'état non gravide. C'est son utérus que Vézal peut étudier et représenter, lui qui n'a pu disséquer que 5 femmes, et de chaque femme, il nous donne l'histoire. Artistiquement refermé dans une statue de Vénus, le corps de la femme disséquée montre l'agencement des organes génitaux avec les réseaux des veines, des artères, des ligaments qui rendent la matrice, ensemble d'utérus, vagin et testicules féminins, le cœur du corps féminin, de ses maladies et de la génération. Le corps de l'utérus est mis en exergue en décalant la vessie sur le côté gauche. Et les légendes illustrent la dénomination de la structure, avec le rectum qui est replié derrière la matrice, lettre M, et la facies antérieure du fond de l'utérus qui s'achève par la bouche l'orifice de l'utérus, s'ensérant dans les vagins au niveau des lettres I et M. Sur la gauche, nous avons la représentation du testicule gauche avec les corps pyramidal des petits vaisseaux qui forment une sorte de membrane reliant les testicules, donc l'ovaire au péritoine. Et Vézal fait représenter dans l'image les vaisseaux qui amènent la sémence féminine du testicule au corps de l'utérus, par laquelle se mélangent la sémence féminine et la sémence masculine pour engendrer le fœtus. Lettre I. Puis, les corps de l'utérus, le cervix uteri, début du vagin. La structure de la matrice qui comporte une description détaillée de la vessie s'achève par les cuticulares carunculae, les petites chairs de la consistance de la peau qui se trouvent sur l'orifice de l'utérus. Cet orifice et ses colles, ses proéminences ne peuvent pas échapper de par leur conformation à l'observation des algues. De fait, la conformation en pointe à partir d'une longue base, explique Vézal, détermine l'appellation des nymphes de cette petite chair chez les Grecs. Et Vézal continue son analyse en précisant qu'il est parfois nécessaire d'exciser cette petite partie s'agissant d'une opération hémorragique qui laisse une importante cicatrice, mais qui est pratiquée quand cette carunculae, cette petite chair, devient tellement dominante et semblable au cuir qu'elles doivent être ôtées pour éviter l'impudicité des femmes. Les femmes qui en sont atteintes sont excitées même par leurs vêtements et l'ardeur de Vénus les prend. Et c'est ce qui incite les Égyptiens, continue Vézal, à extirper la partie avant qu'elle ne devienne trop enflée
surtout à l'âge du mariage, des jeunes filles, des virgines. Vézal n'est pas le seul auteur qui, entre le XVIe et le XVIIe siècle, évoque les pratiques chirurgicales pour exciser les clitoris, dont l'excessive excroissance est considérée en Europe comme excitatrice d'un dangereux plaisir féminin, effréné et comportant l'homosexualité féminine condamnée par les textes des lois sous les délits de sodomie. C'est ainsi que le clitoris deviendra le mépris des hommes chez l'anatomiste Thomas Bartholin en 1685. Et dans la chirurgie françoise de Jacques d'Alechamps, 1569, est racontée l'opération en commentant deux passages de Paul Bégine et d'Aetsus Dami. On fait asseoir la fille dans une chaire. Par derrière, il y a un jeune homme robuste qui jette le drap par-dessus les jarrets de sel pour tenir en raison ses jambes et son corps. Le chirurgien étant debout au-devant d'elle, empoigne une tenaille, ce qui est trop long de la main. Et les tendons de la main gauche les coupe de la dextre près des dents de tenaille. La coupant, il faut garder la mesure et limiter à l'excision de la luette, un autre nom de la partie. Et nous commandons la couper près des dents de tenaille, suivre des prescriptions pour désinfecter et cicatriser. La correction de l'excroissance excessive de cette chair peut comporter un volet pathologique qui nécessite, d'après les médecins, une intervention chirurgicale d'envergure, comme on le voit dans l'Armamentarium Chirurgicum du chirurgien allemand Johannes Schultheiss, et qui est publié en 1651, posthume, et où il montre donc l'instrument par lequel Girolamo Fabrizi d'Acquapendente, toujours le même médecin qui à Padoue créé des théâtres et montré les tutus, arrache l'inutile excroissance du clitoris, un mal endémique chez les Égyptiens et les Arabes. On montre le clitoris saisi par les tenailles et on présente le corps excisé du clitoris extrait des tenailles. La correction de l'excès de nature est censée ramener à la normalité cette partie de la matrice permettant ainsi le fonctionnement selon nature de la fonction primaire de l'utérus, la génération. Et c'est pour cette raison que connaître la conformation de l'utérus non gravide est de la plus grande importance pour les médecins et les chirurgiens. Ce n'est peut-être alors pas sans raison si l'utérus non gravide chez les femmes non prégnantes, c'est largement l'image la plus célèbre de la fabrique de Vézal. Celle qui a le plus circulé dans les tests anatomiques du XVIe et XVIIe siècle et qui a le plus fait écrire les historiens, les sociologues, les psychanalystes du XXe siècle. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les polémiques que l'image a suscité. Je me limite à recomposer ce que les textes imprimés ont dû séparer. En effet, Vézal coupe en deux l'utérus non gravide de la femme de Padoue au niveau du lieu où le corps de l'utérus s'insère dans le col de l'utérus, le vagin. Le col de l'utérus est l'utéri cervix que nous, la lettre que nous pourrions traduire par le cou de l'utérus pour rester adhérent au mot latin cervix. C'est à la fin de ce col cou que Vézal coupe le corps de l'utérus pour montrer le fond avec son pli, donc FF, et l'orifice GG, souvent dit bouche, os de l'utérus dans les textes anatomiques. Et dans les livres que nous avons la chance de conserver au centre de la Renaissance à Tours, c'est possible d'observer en effet la recomposition quand on ne coupe pas. Voilà, on a les livres en entier et on voit exactement ce qu'avait fait Vézal, qui dans la page précédente avait représenté la tête de l'utérus, son corps, avec oui. Donc, cet utérus avec l'orifice du fond de l'utérus, les lettres C et D, et l'écou, dans l'image du col, a été, donc le vagin a été complètement remonté, retourné, pour ne montrer que la partie ronde et petite de l'utérus avec
Dans ces textes, Vézal détaille la substance de ce col de l'utérus, du vagin, comme similaire à celle du pénis, avec les deux corps qui s'achèvent dans les glands, et il renvoie l'image du pénis qui est représentée dans les livres 2 de la fabrique, notamment la figure 3. L'enveloppe du col de l'utérus est constituée des substances intermédiaires entre la chair et les nerfs, une substance spongeuse du Vézal, exactement comme celle du pénis, figure 3 en particulier. Grâce à cette substance, le col de l'utérus s'enfle comme un pénis quand la femme a envie de coït. Ainsi, les petites collines, dites elles, mais la partie honteuse et les petites chairs faites de peau, donc s'épanchent en avant, vers l'extérieur. Et alors, afin d'embrasser le pénis, l'ouverture du col serre étroitement le pénis et se redresse tant qu'il est nécessaire pour permettre la droite éjaculation de la sémence masculine. Les anatomistes montrent des anneaux circulaires des muscles qui forment donc le vagin, continue Vézal, en se référant au col de la vessie qui serait constitué de la même manière et des mêmes fibres circulaires, comme on le voit ici dans la lettre d'âme. C'est en se basant donc sur cette longue histoire et ce répertoire de textes que Félix Plater, avec lequel nous avons ouvert cet exposé, décrit et représente l'utérus en 1583 dans son traité sur la structure et l'utilité du corps humain, des descriptions qui procèdent en accolade dans les textes, donc on ne va pas lire, mais juste pour vous montrer les types de structures pour les raisonnements anatomiques, et puis dans les planches de l'organe et planches du squelette féminin qui est assez particulier. Je ne vais pas m'arrêter sur le squelette, mais éventuellement après, et qui sont reprises donc par Caspar Baroin. Donc, mais ce qui intéresse, pourquoi prendre Plater et pas Vézal? Parce que Plater enrichit les planches vézaliennes de nouvelles découvertes, comme les trompes de Fallope, qu'on peut voir ici en 83. Représentées, donc ici vous avez Plater et Vézal, et vous avez les vaisseaux qui relient l'ovaire à l'utérus et la formation en tronc chez Plater détaché de la. Et Caspar Bauer reprend ces planches dans ses textes d'anatomie, représentant donc les organes génitaux. Par exemple, là, vous avez les théâtres de 1605. Mais il s'avance encore plus loin parce que Caspar Bauer détaille, consacre des entiers chapitres au col, à l'hymen, au clitoris, aux lèvres, qui, dit-il, avait été négligé par Vézal. Et Bauer rappelle quelques noms du clitoris, donc verge au pénis féminin, priapisme, donnant l'étymologie des clitoriséines, à savoir manipuler de manière trop lascive cette petite chair. Non, mais... En effet, le nom clitoris est un nom qui apparaît dans les textes médicaux au début du XVIe siècle avec Alessandro Benedetti et une anatomie de 1502 où on voit le mot clitoris. On les voit dans les lexiques grecs et latins qui ne sont pas des médecines, mais dans lesquels on construit les vocabulaires, littéralement, sur les corps. Et là, on les voit, c'est la recherche d'un nom, on la voit dans les tests d'anatomie, les successeurs de Vézal, comme Fallope, qui utilise le mot clitoris, et le célèbre Realdo Colombo, qui utilise l'amore di Cedo Venez. Alors, au milieu du XVIe siècle, la structure des parties génitales extériorisées de la femme devient l'une des régions du corps humain qui doit attirer majoritairement l'attention des médecins du fait du nombre de maladies qui affectent la partie. Et dans la dissection des parties du corps humain, publiée en 1945 en latin et en 1946 en français, Charles Estienne, qui est un professeur à Paris, souligne l'importance donc
de connaître les organes génitaux extériorisés de la femme, siège des maladies des femmes, surtout les cols, donc les vagins, qui est très sollicité lors des accouchements et lors de la fluxion menstruelle. C'est pour ces raisons que les anatomistes doivent être attentifs à l'anatomie des parties honteuses de la femme. Le col de la matrice est fermé des deux côtés par les moyens de deux petits entrées que l'on nomme orifices, dont l'une est par dedans, qui se rapporte à la capacité de la dite matrice, l'autre est par dehors, située entre le siège et la vessie. L'orifice ou entrée antérieure est celle par laquelle se fait l'expurgation et l'issue des menstrues, et par où, semblablement, est attiré et reçu le sperme. Car à ce dit orifice, il y a une vertu attractive de la sémence naturelle qui a fait que Platon nomma la matrice une bête, ayant appétit d'engendrer et faire ligner. Ainsi soit l'orifice dont est question a la forme d'un grand dépourceau par lequel il suce de long la dite sémence, puis la jette dans la dite matrice. L'orifice extérieur de cette matrice est ce que nous appelons les membres honteux, rapportant aucunement, se rapportant donc au prépuce du membre des hommes. Car tout ainsi qu'est la couverture de cette entrée ou orifice, elle apparaît aussi l'excroissance circulaire du prépuce qui couvre les membres honteux de l'homme. Cette partie honteuse de la femme s'appellera spacieuse laxité. Entre les os que l'on dit barrées ou du pénile, couverte par dehors d'une manière de peau qui répond aucunement au prépuce des mâles. Au reste, les deux côtés du dit membre honteux ont été appelés les anciens chirurgiens ailes. Et quand la partie que les Grecs ont appelée nymphe, qui a une excroissance de chair entre les ditelles, apparente à la partie supérieure du dit membre, faisant office comme d'une onde, c'est à savoir de confirmer, arrêter, recevoir quelques unités dans sa spongiosité naturelle, il est certain que tu la trouveras au lieu que évité, ayant couleur rouge comme de chair et consistance de glande, toujours des moines. Mais de la membrane que l'on appelle humaine et que l'on dit se pouvoir trouver aux vierges qui n'ont encore eu leur menstru, c'est là, croyons, piteusement, et n'y ajoutons pas grande foi. À la métaphore végétale se joint la métaphore animale, d'une matrice qui est une bête, dont l'orifice interne est une bouche de pourceau qui suce la sémence pour la garder à l'intérieur. Chez Mondino de Liuzzi, ce premier auteur du premier manuel universitaire d'anatomie au XIVe siècle, le mozo était celui d'un petit chien. C'est assez courant dans les textes ou d'une tanche. Et chez Estienne, comme chez Vézal, le corps du clitoris, en revanche, maintient les noms grecs des nymphes, une excroissance qui grandit entre les ailes de la vulve, se positionnant au sommet pour assurer le même rôle que les prépuces masculins, avec lesquels il partage la substance, la couleur, la consistance, l'humidité. Plus mystérieuse demeure cette partie cachée de la matrice, qu'est l'hymen. Et nous avons justement entendu parler de mystères en présentation de cette journée. C'est sur ces mystères que j'aimerais terminer cet exposé en évoquant la curiosité des médecins pour ces réseaux veineux qui laissent sortir les sangs menstruels, mais qui protègent la matrice de l'entrée du pénis et de tout corps étranger jusqu'au premier rapport ou une première manipulation trop audacieuse. Et signe de virginité, membrane chantée dans les textes, c'est ainsi que l'hymen est présenté par un élève de Girolamo Fabrizi di Acquapendente qui en fait l'observation et l'expérience à l'université de Padoue. Je me réfère à Adrian van der Spiegel, qui se situe dans la continuité des travaux d'un autre élève de Girolamo Fabrizi, Giulio Casseri. Et dans la fabrique du corps humain, qui est publié posthume en 1627, Adrian van der Spiegel atteste des dissections pratiquées sur des femmes et de la présence de cette membrane qu'est l'hymen, dont aucune image n'est cependant proposée dans les planches anatomiques, qui sont très riches en détails, mais il n'y a pas la planche. Je témoigne du fait que j'ai trouvé
En toutes les vierges que j'ai disséquées et que j'ai montrées, nombre de fois dans les théâtres publics, cette partie. Seulement une fois, j'ai remarqué qu'une fille, chez une fille, une situation contre nature, et qu'elle avait été rongée, soit parce qu'elle est cassée à cause d'une manne en public, comme il arrive parfois, soit parce que les humeurs y affluent, chose qui peut arriver également. D'ailleurs, chez les vierges d'âge mûr, on la trouve assez épaisse. Chez les plus jeunes, plutôt faible et molle, très rarement non percée. Comme une fois, quand ici, à Padoue, jeune étudiant de médecine, il y en avait une que pour cela, certains voulurent briser. Cependant, elle fut soignée par l'excellentissime mon professeur Girolamo. D'autre part, ceux qui exercent ici la médecine, je voudrais qu'ils soient avertis d'être assez prudents. Qu'ils sachent que les vierges, quand elles souffrent de l'utérus, y introduisent sans réflexion d'épaisseur, qui ne peuvent pas tendre l'utérus si d'abord on ne brise pas la barre virginale. La membrane qui l'hymen, ridée avec des petits chairs myrtiformes, rappelle la forme de la coupe d'une petite rose semi-ouverte. Et c'est pour cette raison peut-être que les anciens l'appelaient flos, fleur, d'où est née l'expression deflorare virginem, d'effleurer la Vierge, qui signifie prendre d'assaut la pudicité. Adrian van der Spiegel sensibilise les médecins à ne pas porter atteinte en cas de soins au corps d'une jeune fille, ni même durant l'autopsie, et à ne pas exercer des idées reçues à l'encontre des jeunes filles dont la membrane de l'hymen serait cassée, car de multiples raisons peuvent comporter sa rupture. La violence peut en effet être exercée durant la manipulation du corps par les mêmes médecins qui devraient soigner et prendre soin de ce corps de la personne qui est la jeune fille. Les médecins doivent être attentifs à ces gestes et gérer la prescription médicale en choisissant des médicaments qui ne brisent pas le corps de la jeune fille en lui portant préjudice à sa vie future. Et la membrane de cette vie future élève nous amène à la métaphore de la fleur des roses dans les mots des Adrien de Spiegel pour signifier la défloration de la félicité. Et donc, c'est sur ces mots que je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Et je pense qu'on entendra parler aussi de cette image. Merci à vous pour cette présentation très riche et très intéressante. Donc, c'est vraiment plongé dans la matrice. Je voulais donc, laisser un peu du temps pour la discussion. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. J'invite les participants à poser leurs questions. On a déjà des noms. Merci beaucoup pour cette en effet très riche intervention. Il y avait beaucoup de choses. Je voulais juste revenir sur une image du 13e où on voit donc un corps masculin. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Les manuscrits. Oui. Après. Oui, juste avant. Voilà, celui-là. Donc ici, est-ce que la forme en spirale peut être une représentation de l'utérus ou pas du tout? Voilà. Et le cercle en spirale, oui, ce sont les intestins. Oui, parce qu'en effet, ces corps qu'on utilise dans ces représentations sont des corps masculins. Donc ici, on y voit la sortie des intestins avec les intestins qui s'enveloppent et qui remontent vers le centre de ces corps. Et puis, on a les foies à 5 lobes sur votre gauche. Non, c'est gauche. Avec la vessie biliaire et la rate. On va sur la gauche.
on a le cœur, d'où partent, en effet, les réseaux des veines. Et quand on représente une femme, ce qui intéresse pour les femmes, c'est vraiment l'utérus. Et on oublie tous les autres organes, normalement, à cette époque. Donc, ici, la femme est représentée, vous avez encore un nom, c'est les réseaux des veines, donc bleu. Alors, tout est détaillé. Donc, vous avez l'anus, la vésicule biliaire, l'estomac et foie qui sont emboîtés. Ça, c'est ici pareil. Ils sont tout emboîtés. Alors, le foie n'est pas comme ça. La rate, l'haricot. Et puis, donc, l'utérus, on a tout extrait et on a représenté l'utérus. Et dans le manuscrit, on commence par l'utérus. En effet, c'est moi qui ai manipulé pour mettre la parole. Et il est toujours habité, donc, peut-être. Vous disiez, il est toujours habité, c'est toujours un utérus avec un fœtus dedans. Dans cette époque, ouais. Oh, moi, après, je n'ai pas trouvé, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai été frappée par l'idée, mais qu'en fait, ces images servent quand même à une certaine maîtrise et à la fin une violence contre les corps des femmes, sous prétexte de soins, mais en fait, pour les maîtriser et leur faire violence. Et je me demandais, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire de la médecine, est-ce que dans vos recherches, vous étiez... J'aurais l'impression qu'il n'y a pas d'images créées par des accoucheuses ou créées par des femmes elles-mêmes de leur matrice qui nous soit parvenue, parce que ça passait par l'université, l'accès à l'imprimerie, aux livres, et que c'était des champs différents de savoir. Est-ce que par hasard, vous avez quand même croisé des images émanant d'accoucheuses ou de femmes elles-mêmes? Et sinon, peut-être commenter un peu cette remarque. Oui. Alors, j'ajouterai un quatrième élément à l'argent. Parce qu'un livre avec les images est très coûteux. Donc, il faut l'homme universitaire qui a pratiqué la dissection, qui est interdite aux femmes qui sont excluses des universités. Et il faut l'argent pour un livre avec les images. Par exemple, Gabriel Pallope publie ses observations anatomiques sans images, parce qu'il n'y a pas d'argent. et Leandro Colombo non plus, mais des images. Donc, les livres avec ces images que nous voyons, ce sont vraiment des livres des personnes qui ont eu succès. Alors, ceci dit, nous avons des livres rédigés par les femmes qui sont les sages-femmes. Et la première, notamment Louise Bourgeois, qui vit entre Paris et Tours, par ailleurs, et qui rédige vraiment ces livres d'observation obstétricale dans lesquels elle parle des accouchements, mais elle dépasse un peu les bornes de l'accoucheuse en parlant aussi des maladies des femmes, parce qu'elle parle d'opérations qu'elle pratique sur la vessie en piquant le sac de chirurgien à son mari, qui avait été élève d'Ambroise Paré, et pratique une opération totalement interdite. Et donc, dans ces textes, il n'y a pas d'image, c'est un texte d'observation, mais il y a des descriptions très détaillées des gestes du corps féminin. Elle proteste auprès des médecins parce qu'elle n'a pas accès à l'anatomie. Elle dit que beaucoup d'erreurs se font dans la connaissance du corps féminin parce qu'on n'a pas accès à l'anatomie en tant que femme. Il y a un magnifique passage dans lequel elle dit « Je suis disposée à payer moi-même pour assister à une anatomie. Je vous prie, mais si les médecins, vraiment avec ce point-là, de nous faire assister aux anatomies, au moins une fois quand vous avez un sujet féminin, pour que nous puissions bien connaître l'agencement entre la vessie, le placenta, l'utérus, la chute de l'utérus, ne pas tirer l'utérus de le placenta que nous opérons, etc. » Et à partir de ces textes, beaucoup de sages-femmes se mettent à rédiger aussi des textes. Et on a un peu plus tardivement au XVIIIe siècle des sages-femmes qui écrivent des textes avec les images. Donc, Marguerite Duperre et puis Angélique de Poudret avec leur magnifique image.
Après, donc il y a cette problématique-là d'accès effectivement aux gestes anatomiques et à la possibilité de pouvoir faire un livre avec image. Il faut regarder du côté des manuscrits, en revanche, pour voir si effectivement dans des journaux, dans des cahiers, dans les journaux de recettes, on retrouve, et là, les textes sont différents parce que là, on peut dessiner des images de fœtus. On les trouve, par exemple, dans des textes qui... Mais après, il faut trouver les textes des femmes. Hein, donc, il y a des spécialistes comme Hélène Leung qui ont travaillé beaucoup sur ce type de carnet, de recettes, de textes dits par les femmes. Par rapport aux violences, je trouve, je me permets aussi, parce qu'effectivement, c'est un milieu très masculin et très violent pour les femmes. On a des recueils, justement, par rapport à la pratique hospitalière, on voit que les femmes sont sujettes aux gestes médicaux. Elles n'ont pas souvent de choix. On a des femmes qui perdent leur enfant étant le fœtus parce qu'elles sont soumises à des pratiques médicales qu'elles n'approuvent pas, mais qu'elles ne peuvent pas rejeter. Donc, et le geste de rupture de l'hymen vers lequel j'ai terminé, c'est un geste de violence que cette femme subit et dans lequel le médecin intervient pour recoudre, pour éviter que cette femme porte un préjudice. Même s'il s'agit d'un corps à disséquer, on doit respecter ces corps dans des stadiums. Les gestes de violence sont souvent exercés donc, quand la femme est un peu isolée de son milieu familial et n'a pas de parole. Sa parole n'est pas écoutée. Dans d'autres contextes, j'ai trouvé des cas médicaux dans lesquels, en revanche, la femme peut se défendre. Et j'ai notamment dossier d'une patiente qui est soignée, elle est une riche patiente chez elle, soignée par un professeur universitaire qui la visite, il y a les maris, il y a l'entourage. Et la patiente refuse des soins invasifs du médecin et elle appelle en secours son mari. Elle crie, elle commence à crier, parce qu'on a tous les dossiers, donc elle commence à crier, nous sommes au milieu du XVIe siècle, commence à crier et appelle son mari, elle dit « loin de moi ce médecin qui veut, parce que le médecin voulait pratiquer une fumigation intra-utérine avec un soir et une séance. Et donc, elle refuse cette pénétration par l'argent. Et donc, elle appelle le mari, elle chasse le médecin qui doit se retirer. Le mari arrive. Et donc, là, la femme écoute. Donc, en effet, pour tout vous dire, je vais travailler sur un projet sur la parole des femmes, justement, en consultation médicale l'année prochaine, dans la médecine entre 16e et 17e, pour voir effectivement dans la pratique des dossiers des patientes, dans quel contexte et si la parole des femmes est écoutée par rapport aux gestes médicaux et quand le médecin s'arrête. Si on arrive à arrêter le médecin. Parce qu'il y a aussi des médecins comme Van der Spiegel, comme Krato von Kraft, et d'autres médecins qui sont à l'écoute de cette parole et d'autres médecins, en revanche, qui passent à côté de cette parole. Donc, je voudrais vraiment, c'est un projet qui est l'année prochaine, vraiment travailler cette parole de la patiente en clinique. Je trouve que c'est très important et pas assez étudié, me semble-t-il. D'abord, merci pour cette magnifique conférence inaugurale. Personnellement, j'ai énormément appris. Et j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce qu'on pourrait revoir dans la série de gravures, on voit la solidification progressive de la substance produite par le mélange des semences féminines et masculines? Oui. Alors, les précédentes, les toutes premières m'intéressent particulièrement. Donc, vous avez juste après rappelé, insisté sur l'analogie entre le corps féminin et les plantes. Oui. Et ce qui me frappe avec ces images,
c'est une relative analogie formelle entre des représentations qui doivent être précisément contemporaines du chaos élémental. Alors, ma question, est-ce qu'il est question de chaos à propos de cette substance qui se solidifie progressivement dans les textes? Oui, c'est un mélange en forme. En effet, il y a cette... Et justement, la création du fœtus est le passage de la matière en forme à la matière formée, dans la rencontre de ces deux sémences. C'est notamment le sperme masculin qui porte la forme. Et la forme est une idée de configuration de ce fœtus. La matière féminin étant plus fluide et plus nutritive. Bien que la femme puisse agir par son imagination et donc compromettre d'une certaine manière la forme portée par l'homme si la femme a une imagination trop poussée. Donc, notamment dans ce mélange informel avec la chaleur féminine, l'idée de la forme masculine prend sa configuration du fœtus, donc qui se constitue par les parties qu'on a vues, donc se ramifiant comme un être humain. Et puis la structuration soit est portée par l'homme totalement, soit il y a cette intervention féminine si la femme a cette imagination forte ou bien pathologique même, qui peut comporter soit la malformation du fœtus, ce qu'on appelle la monstruosité, soit des envies maternelles estampées sur le corps, soit des visages que la femme a imaginés, voilà, tout possible qui ne correspond pas au visage du mari. Et donc, on a toute une série de causistiques qui peuvent rencontrer. Et justement, quand il n'y a pas cette conformation du fœtus, on va vers la mole, on l'appelle la mole, donc cette matière en forme qui donne lieu, par exemple, à la fausse couche ou bien à un cancer, cette masse qui peut solidifier, pétrifier dans l'abdomen de la femme ou se transformer dans une tuméfaction qui ronge l'utérus maternel. Donc, devient pathologique. En tout cas, le mot chaos n'apparaît pas dans les textes à propos de cette substance. Les mots chaos, les mots grecs que vous dites, oui. Je ne l'ai pas à l'esprit. De mémoire, hein, parce que mais je vais les chercher et je vais vous dire si jamais je trouve les mots grecs chaos sous la matière informis. Je vais les chercher. Merci. En fait, je voulais rebondir sur cette question pour en poser une autre. D'abord, vous remercier pour cette présentation riche et vous poser une question qui a trait au rapport entre texte et image. Donc, vous nous avez montré brillamment 2-3 siècles d'histoire des sciences et de l'anatomie avec une relation entre texte et image qui était toujours harmonieuse. C'est-à-dire que vous nous avez montré comment le texte correspondait à l'image et vice-versa. Mais c'est vrai qu'une représentation comme celle-ci donne l'impression d'autonomie de l'image, ce serait trop dire, mais que l'image dit quelque chose qui n'est pas forcément présent dans le texte. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des cas où l'image dit autre chose que le texte, où l'image contredit le texte, c'est-à-dire qu'on a une relation de conflit entre le texte et l'image. Si ça n'existe peut-être pas du tout, hein, j'étais juste curieuse. Oui, je vais aussi poser cette question. Non, c'est une question importante. Donc, d'abord, oui, ces images intègrent les textes. Alors, parce que ici, vous avez des légendes qui font la synthèse d'éléments que l'auteur veut mettre en lumière par rapport au texte. Et ces légendes ne sont pas exhaustives par rapport à l'image. Il faut d'abord intégrer les légendes avec le texte, qui est très long et qui précède. Donc, parce que ces images sont recoupées dans des textes très prolixes, hein, donc il faut bien les intégrer. Et donc, souvent, ce que
nous voyons ici dans le petit PowerPoint, c'est un texte recoupé, mais qui continue à analyser l'image dans la suite. Donc, c'est pour ça qu'il peut sembler parfois que l'image dise des choses différentes par rapport au texte, mais parce que vous n'avez pas tous les textes qui continuent par la suite. Et c'est vrai, ceci dit, c'est vrai que les textes et l'image s'intègrent mutuellement. Et souvent, donc, les renvois sont réciproques. Vous avez vu les légendes qui circulent, qui articulent et qui permettent de dire des choses parfois, de préciser des éléments qui se dispersent dans la fluidité du texte. Quand vous les grands folios, après, trouver les mots ou les lexiques, c'est un peu difficile. Donc, il y a cette volonté qui est assez moderne d'intégration entre texte et image dans l'expression. Et donc, c'est difficile de travailler un texte sans son image. Concernant les éventuelles contradictions qu'on pourrait avoir entre texte et image, alors, je ne suis pas une spécialiste de la relation texte-image, donc, mais par petite expérience, je dirais plutôt dans les tests de pratique médicale. Ça m'est arrivé dans les tests de pratique dans lesquels on décrit les gestes. Et on a des gestes décrits de comment faire une opération chirurgicale, comment extraire un fœtus, retourner, etc. Et qui est décrit de manière assez prolixe dans les textes. Et puis de voir l'image. Et l'image, en effet, parfois, je ne sais pas si elle contredit, mais peut corriger des éléments qui restent assez flous ou pas précis dans le texte, ou qui peuvent amener à ambiguïté dans le texte. Sans compter le fait que parfois les images changent, parce que selon les éditions et les siècles, vous avez les mêmes textes qui sont publiés pendant 2 siècles, et parfois les éditeurs, il y a une sorte de colportage d'images dans lesquels on modernise les images et pas les textes, parce qu'ils ne touchent pas. Donc, parfois, c'est aussi une édition d'images qu'il faudrait faire. Donc, je dirais qu'on se retrouve dans toutes les configurations des cas avec cette relation de texte et d'image. On vous remercie, Concetta Fenuto, pour cette conférence inaugurale magnifique qui a posé les bases, je pense, aussi de toutes les métaphores qu'on peut rencontrer. On se rend bien compte de la préséance de l'élément végétal sur l'élément minéral qu'on soupçonnait peu initialement quand on avait prévu cette journée d'études. Et aussi pour cette magnifique présentation avec une insistance sur la spongiosité et sur la matérialité en fait, qui était attribuée à la matrice, et toutes ces personnifications, même à travers l'animal et des figures féminines mythologiques. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et j'invite donc à la table des membres du premier panel, modéré par Baptiste Auchon-Tanguy, que je laisserai présenter les intervenants.